Bonjour Gilles. Je m'appelle Samuel Venière, je suis historien à Québec. Depuis déjà pas mal d'années, je travaille en recherche et de rédaction pour les musées de Québec. J'aide à concevoir des expositions, par exemple, au Musée de la Civilisation. J'ai travaillé comme historien au Musée naval de Québec pendant 3 ans. Et donc, je me suis beaucoup spécialisé au fil du temps en partage de contenu, en médiation. Et il y a quelques années, je me suis mis à jouer à Minecraft. Et puis, très vite, j'ai commencé à développer des bâtiments historiques par plaisir. Et récemment est venue l'idée de faire des choses qui s'attachaient à l'histoire de la Nouvelle-France, des bâtiments historiques de la ville de Québec. Et le fil en aiguille, à travers plusieurs projets, bien, ça a mené à celui-ci de Minecraft en 1759. Donc, je suis très, très content du résultat. Est-ce que c'est toi qui as approché la commission des champs de bataille pour leur proposer le projet? Oui, on pourrait dire ça. En fait, à l'automne dernier, j'ai participé au colloque d'Institut d'histoire d'Amérique française qui avait lieu à Ottawa, si ma mémoire est bonne, par le biais d'une autre activité Minecraft, c'est-à-dire que j'avais créé une maquette de la seconde habitation de Champlain en- dans son état au moment de sa mort, donc en 1635. Et puis, on l'avait présenté au colloque. En fait, pas moi, mais l'historien Jean-François Lausier, qui était là, le présentait à d'autres professeurs et ils pouvaient la visiter avec un casque 3D, comme s'ils étaient le joueur en personne. Donc, c'était très immersif. Puis, comment dire, c'était comme une façon d'approcher l'histoire autrement. Et j'ai présenté ce projet-là, entre autres, lors d'une conférence au Musée des Plaines d'Abraham, quelques semaines plus tard, lors des matins créatifs qui ont lieu une fois par mois dans la ville de Québec. C'est super intéressant, toujours des conférenciers différents. Et moi, je présentais cette activité-là que j'avais faite au colloque, mais aussi l'activité d'Aventure Québec qui avait été faite lors des deuxièmes rendez-vous d'histoire l'été dernier, où c'était organisé par Maelstrom Créatif au Musée de la Civilisation. Moi, j'étais le coordonnateur du volet jeunesse à ce moment-là. Donc, j'accueillais les jeunes, j'organisais un peu les allées-venues des participants. Puis, les jeunes venaient reconstruire Québec comme à l'époque, à chaque jour. Ça a été une des activités les plus populaires. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai présenté. Puis, ça a vraiment mis la puce à l'oreille à Stéphane Roy, qui est le directeur aux affaires muséales du Musée des Plaines d'Abraham. Puis plusieurs personnes ont trouvé ça intéressant, mais lui, il a tout de suite capté le potentiel de ça. Il était très enthousiaste. Alors, on en a discuté quelques fois. Puis très vite, on est arrivé sur un projet comme celui-là, qui fitait particulièrement bien dans le contexte du confinement, où toutes les institutions culturelles se retrouvaient à fermer finalement, puisqu'on fonctionne beaucoup avec une clientèle à la fois touristique, mais aussi de la région de Québec, de la ville de Québec. Et donc, c'était un bon moyen de rester connecté avec les jeunes tout en continuant de raconter l'histoire dans les activités qui sont disponibles à distance et qui sont produites par le Musée des Plaines. Donc, on voulait faire ça assez rapidement pendant le confinement. Donc, ça s'est fait en quelques semaines seulement. C'est j'ai fait ça pendant une durée d'environ 4-5 semaines, donc ça a été assez rapide, mais j'étais prêt à quelque part, j'avais accès à des ressources en ligne, toutes sortes de cartes intéressantes, j'avais de la documentation à la maison, je connais bien la ville de Québec, donc j'étais bien outillé pour démarrer rapidement, mais ça a été un travail de longue haleine, vraiment. Ben écoute, pendant qu'on se parle, donc je me promène dans le jeu. Je suis sorti de la basilique. C'est peut-être le coin du Vieux-Québec qui a le plus changé, celui où on voit le collège des Jésuites qui n'existe plus aujourd'hui, évidemment, qui est remplacé par l'hôtel de ville. Ouais. Euh, sur quoi donc tu t'es basé pour reconstituer la ville de Québec? Quelles ressources tu avais? Des plans d'époque, des illustrations, des gravures? Oui, exactement. Un peu de tout ça. En fait, j'ai essayé de multiplier les sources pour avoir le plus de points de vue fiables possible. Il faut dire que quand on regarde les cartes à l'époque, il y a toujours des petites différences entre les plans produits par les ingénieurs français, les Britanniques qui arrivent après la conquête. Et donc, c'est de reprendre un peu le meilleur de tout ça. Je me suis servi évidemment des plans de construction, en fait, d'aménagement des fortifications de Québec par Chose-Gros-de-Léry qui sont disponibles sur les archives nationales d'outre-mer françaises en ligne. Ils ont toute une série de cartes extraordinaires à très haute résolution. Donc, on peut zoomer en masse, voir de quoi ça avait l'air. Et puis, aussi beaucoup un autre plan qui est celui du plan de Québec en 1759, tel qu'elle était lors de sa reddition, donc le 18 septembre de la même année.
faite par Thomas Jeffries, qui était disponible en ligne également. Et ça montre vraiment, par exemple, l'état des fortifications, où sont les différents angles de vue, quel est le développement vraiment urbain de la ville. Puisqu'à la fin du régime français, il n'y a pas nécessairement de carte qui est tenue vraiment à jour à tous les ans sur la ville est rendue où. Et quand les Anglais arrivent, eux font des plans ils ont pas une espèce de capture d'écran finalement de la ville qui est super intéressante. Donc, je me suis beaucoup servi de ça. Mais à part la ville, je construisais aussi les plaines d'Abraham. Donc ça impliquait évidemment des collines, le faubourg Saint-Jean, le faubourg Saint-Louis également. Et donc, où étaient les rues, de quoi avaient l'air les deux armées sur le champ de bataille et les arbres. Ne serait-ce que les arbres, ils sont hauts parce qu'on a un peu tout fait là, à la main dans ce plan-là. C'est un travail colossal de près de 450 000 blocs dont la plupart ont été posés à la main. Là. Donc, c'est un gros travail. Et il y a un plan super intéressant sur le Royal Collection Trust en ligne. C'est un plan de la bataille de Sainte-Foy en 1760. C'est un an plus tard après la bataille des plaines d'Abraham, mais la représentation topographique des plaines est vraiment bien faite. Donc, je suis allé chercher ces ressources-là pour la ville, des documents de Parc Canada, les gravures de Short, comme tu le précisais, qui ont été super utiles pour, entre autres, développer des points de vue particuliers, parce que c'est bien beau voir la carte du ciel, mais de quoi avait l'air véritablement telle rue lorsqu'on se tenait à tel endroit, de quoi ça a l'air quand on se retourne, qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Ça m'a forcé à réimaginer la ville complètement autrement. Et puis, les gravures de Short ont été révélatrices à ce moment-là. J'ai essayé de les reproduire le plus possible dans le jeu. D'ailleurs, dans ton jeu, donc, ta première quête consiste à récupérer des cartes disséminées un petit peu dans les bâtiments à travers. Justement, ces cartes sont des tableaux ou des gravures, justement, qui représentent la ville. Je suis devant une gravure, justement, de Short qui présente la ville bombardée. Hein. Rappelons que Québec avait comme été massivement bombardé pendant l'été. C'est intéressant, les gravures de Short. Il y en a quelques-unes qui sont présentées dans le jeu, évidemment. Notre-Dame-des-Victoires, le collège, l'église des Jésuites, le collège des Récollets, je me souviens bien aussi, qui sont toujours montrées d'ailleurs dans un état de délabrement avancé, évidemment. Faut se méfier, on le sait, il faut se méfier des gravures de Short parce que ce sont évidemment des gravures qu'on pourrait dire de propagande, c'est-à-dire qu'on veut montrer, elles veulent exprimer quelque chose. Ouais. Donc, tu les as utilisées, évidemment, j'imagine, avec quand même une certaine prudence et en les remettant dans leur contexte de la ville que tu avais créée. Tout à fait, tout à fait. On sait entre autres qu'il y a des perspectives qui ont été exagérées pour montrer à quel point Québec est une grande capitale et c'est une grande conquête. Entre autres, on pense à Place Royale. Quand on regarde sur les gravures de Short, on a l'impression que c'est immense. En réalité, c'est pas si grand que ça. Et il suffit d'aller à Place Royale aujourd'hui pour constater de quoi ça avait l'air, parce que les bâtiments sont pas mal au même endroit qu'ils étaient lors de la conquête. Écoute, je vais me diriger tranquillement vers la Place Royale pendant qu'on parle. Super, super. Encore une fois, ce qui est intéressant dans les gravures de Short, c'est le détail de la destruction. On veut donner un point de vue, finalement, de qu'est-ce que le marcheur dans Québec en 1759 pouvait découvrir lorsqu'il visitait sa ville lors de ce moment-là. C'est assez immersif. Donc, je suis allé avec les gravures de Short et j'en ai mis plusieurs dans le jeu pour mettre les gens en contact avec des sources primaires, avec la documentation historique. Je pense que le jeu peut aussi servir à ça. Outre le fait d'être divertissant, d'être le fun, il faut qu'il y ait de l'information qui soit transmise à travers ce jeu-là. Et la documentation est un bon moyen d'y parvenir. Donc, le joueur découvre l'image de Short de Place Royale bombardée en 1759. Il la constate devant lui en étant dans le jeu, avec les proportions plus d'aujourd'hui, parce que je connais bien l'endroit. Puis, en plus, pour ceux qui vont aller, par exemple, voir sur Google Maps à quoi ressemble Place Royale aujourd'hui, vous allez remarquer des détails très pointus, assez pointus. C'est un peu fou, là, c'est un peu cinglé d'avoir mis ça dans la carte, mais vous retrouvez un peu les mêmes bâtiments, parce qu'on sait que les bâtiments ont été reconstitués comme à l'époque. Seule différence, ils ont été massivement bombardés, donc les toits ont brûlé, il y a de la boucane qui sort un peu partout. On est en plein dans l'action, finalement, pendant ce jeu-là. Par contre, quand on remonte plus haut en ville, on découvre une ville qui est encore assez bien construite. Bon, il y a des trous de bombes un peu partout. Ça, c'est bien documenté dans les journaux, entre autres, des officiers qui ont amené des canons jusque sur les plaines d'Abraham, de la batterie de l'évêché, qui est faite dans le jeu également. Ils ont dû passer par plusieurs rues qui étaient trouées de
de trous de bombe. Donc, je me suis affairé à refaire ce clin d'œil-là également dans le jeu. Donc, ce qu'on remarqué qu'en Haute-Ville, la ville est beaucoup moins bombardée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les quartiers qui ont été les plus touchés, c'est évidemment ceux qui étaient les plus exposés. Donc, la basse ville de Québec a été presque entièrement détruite. Hein. Comment dire, le fort et château Saint-Louis également, qui a été grandement touché. Bon, il faut dire que j'avais quand même un laps de temps assez limité pour produire tout ce jeu-là. Il n'est pas parfait. Il y a des choses qui se retrouvent dans la réalité que vous ne trouverez pas nécessairement dans le jeu, mais c'est vraiment une belle évocation qui est rigoureuse, qui est très précise sur la ville de Québec. Puis, vraiment, là, pour les marcheurs de la ville de Québec qui se sont promenés sur la rue du Trésor, sur la rue du Buade, sur la rue Saint-Jean, sur la rue Saint-Louis, ben, vous allez retrouver les coins de rue que vous connaissez finalement. Donc, ça, pour moi, c'était important, que ce soit assez satisfaisant pour que j'en sois content. Donc, je suis allé beaucoup dans le détail, mais avec certaines contraintes, bien évidemment. On en parlait rapidement tout à l'heure, Samuel, mais donc, les fameuses gravures de short, est-ce qu'à ta connaissance, quelqu'un s'est déjà amusé à aujourd'hui essayer de prendre des photos pour comparer, dans le fond, justement, les angles et les perspectives que montre Short dans ses gravures versus la réalité de ce que c'est ces endroits-là. Place Royale est peut-être le meilleur exemple parce que c'est évidemment le lieu qui a le moins changé. Effectivement, à ma connaissance, personne n'a fait ça, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu. Puis je me suis vraiment intéressé à cette question-là, comme quand on retrouve les gravures d'origine, les dessins qui ont été faits à l'époque, on se retrouve dans une perspective où c'est très cadré. On voit une vue, c'est vraiment une vue figée, et où on se retrouve dans l'espace où était le dessinateur lorsqu'il a pris ce croquis-là. Est-ce qu'il était assis sur les fortifications ou il se trouvait à côté de quel bâtiment? Ben, j'ai trouvé ça super intéressant de me pencher sur la question parce que dans le jeu, lorsque je voulais faire ces perspectives-là, j'étais forcé de me placer le plus possible là, dans les traces de la personne qui a fait le croquis. Et quand je disais un peu plus tôt que ça me forçait à revoir la ville différemment, mais c'était aussi ça, parce qu'il a fallu coupler les gravures avec les cartes, et les cartes ne sont pas toujours bonnes. Il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Il faut être prudent avec ça, donc il faut vraiment multiplier les sources. Et donc, à mon sens, ça n'a jamais été fait. Par contre, quand vous êtes dans le jeu, ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion-là, moi, je l'ai eue et je me suis affairé à la transposer. Donc, vous pouvez certainement vous remettre dans la même perspective que Short devant le couvent des Récollets, par exemple, devant la place d'Armes. Derrière vous, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a entre autres des bâtiments. Il y a le fort et château Saint-Louis qui sont juste derrière vous, derrière votre épaule gauche, pourrait-on dire. Et puis, Short a aussi fait le palais épiscopal, l'évêché de Québec, qui est juste à côté. En fait, mettons que vous êtes face au couvent des Récollets, ben, le palais épiscopal, il va être un peu sur votre droite. Donc, vraiment, en regardant ces gravures-là, en essayant dans le jeu, c'était pas facile. Il a fallu générer un monde constitué. Mon générateur a généré 12 milliards de blocs pour constituer ce monde-là, qui a une profondeur, qui a une épaisseur, qui a une largeur, donc c'est énorme, c'est sûr. Mais une fois que ce monde-là était généré, c'était très difficile d'arrimer la ville correctement sur le territoire. Donc, encore une fois, j'ai travaillé très fort pour faire un peu de terraformation, pourrait-on dire, faire la côte, arriver devant le palais épiscopal. Oups, ensuite, c'est le couvent des Récollets. Donc, vous allez vous retrouver un peu dans le panorama des artistes d'autrefois en cheminant dans ce jeu-là. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil que je fais à ceux qui s'intéressent à ces sources-là. Écoute, pour finir, là, pendant qu'on parle, je suis sorti sur les plaines d'Abraham et je me dirige tranquillement vers les troupes anglaises. Écoute, je ne vais pas expliquer tout le jeu, je vais laisser le plaisir aux gens qui doivent jouer de découvrir un petit peu. Mais il y a aussi donc de faire un petit peu de didactique autour de la fameuse bataille des plaines et les deux généraux. Est-ce que tu as le projet ou la commission, avez-vous le projet de poursuivre en fait ce que vous avez entamé avec tout ça? Ben, c'est peut-être, oui, on ne sait pas, non. On en a discuté certainement de faire les plaines d'Abraham à différentes époques, de représenter d'autres parties de la ville. Ce qui est assez amusant, c'est que quand tu arrives sur les plaines
d'Abraham, dans le jeu, tu découvres les unités, les régiments exactement aux endroits où ils se trouvaient sur le champ de bataille. Donc, tu l'as dit, il y a un côté didactique derrière tout ça. Nous, notre but au Musée des Plaines d'Abraham avec ce projet-là, c'était de continuer de valoriser l'histoire, de faire connaître l'histoire. Donc, c'était pas de rejouer la bataille, de changer la bataille, justement, ce genre de choses. Mais c'est de voir. Vous arrivez sur le champ de bataille autrefois, vous êtes vous êtes au commencement de la bataille, de quoi ça a l'air exactement. Et moi, je pense que ça serait super intéressant de voir les plaines d'Abraham à d'autres moments de son existence, parce que ce qu'on sait moins, c'est que oui, il y a eu la bataille des plaines en 1759, il y a eu la bataille de Sainte-Foy l'année suivante, qui n'est pas très loin. Mais les plaines d'Abraham, ça a été quoi avec le temps? Qu'est-ce qui a changé? Ben, il y a plein de choses qui ont été construites là. On pense au Québec Skating Rink. À un moment donné, ça a été un club de golf dans les années 1870. Les plaines, il y a eu l'observatoire, il y a le fameux réservoir qui est caché, qui existe depuis les années 1930. Les plaines se sont transformées avec le temps. Puis, il y a même une certaine époque, au 20e siècle, où les plaines sont chargées de bâtiments à connotation militaire entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, des prisons, il y a un arsenal, il y a toutes sortes de choses. Les plaines ont été dénaturées avec le temps et c'était plus du tout l'apparence qu'elles avaient lors des batailles qui ont eu lieu au milieu du 18e siècle et ce n'est pas non plus l'apparence qu'elles ont aujourd'hui. Donc, moi, je trouverais ça assez intéressant d'aller vers ça. Après ça, où s'arrêter? On pourrait aller tellement plus loin. On pourrait refaire d'autres villes en Minecraft, d'autres projets éducatifs comme ceux-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec tout le système de programmation, de codage du jeu qui est possible avec Minecraft quand on fait un peu de recherche, par un peu, je veux dire beaucoup, on peut créer des quêtes spécialisées pour atteindre certains objectifs d'apprentissage. Fait que ça, c'est vraiment super cool. Bon, écoute, je vais revenir à notre enregistrement. C'est vraiment un beau projet, tout ça, Samuel. Dans le fond, ce qui est magique avec Minecraft aussi, c'est que le jeu appartient maintenant à la communauté, donc tout le monde peut prendre ta carte, jouer aux quêtes que tu as programmées, mais peut aussi surtout venir, comme tu dis, rajouter leurs choses, rajouter leurs bâtiments et éventuellement, pourquoi pas, partager ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Une fois qu'ils ont le monde leur appartient, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ils peuvent reconstruire Québec, ils peuvent continuer de la détruire. On peut explorer les endroits qu'on n'a pas nécessairement vus pendant les quêtes parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites, beaucoup d'intérieurs, entre autres de maisons. Vous prenez dans les rues, tu rentres à droite, à gauche, vous allez retrouver surpris à vous retrouver, par exemple, dans la maison de Madame de Péan sur la rue Saint-Louis ou encore la maison dans laquelle Montcalm a vécu lorsqu'il a vécu à Québec, là, brièvement, là, fin 58, début 59. Oui, d'ailleurs, à travers le jeu, on ne l'a pas mentionné, mais il y a régulièrement des panneaux, des écriteaux donnant un petit peu d'explications sur qu'est-ce qu'on voit, où on est. Comme on disait, certaines perspectives sont encore existantes aujourd'hui, on se retrouve bien, d'autres sont plus surprenantes. Ça aussi, c'est intéressant, c'est que tu ne laisses pas non plus le joueur à l'abandon. Minecraft, c'est pas à la base fait pour ça, mais quand même, tu essaies de donner un peu de renseignements. Bien, puis simple, ça n'a pas besoin d'être l'explication, ou des fois les graveurs d'autrefois, ou surtout les ingénieurs donnent des titres extrêmement longs à des cartes qui font des plans de fortification de Québec et les améliorations en ci, en ça. Mettre une information très simple sur carte du siège de Québec en 1759. Il y en a une qui se cache à quelque part dans le jeu. Place Royale bombardée, par exemple, c'est très clair, c'est très parlant. Puis, on ne laisse pas le joueur dans l'abandon. Le joueur, comme tu l'as dit, il voit l'information tout de suite. Coudonc. C'est Québec bombardé. Et il ne s'en rend pas tout le temps compte, mais il y a de l'information qui est rentrée. Il y a un apprentissage qui s'est fait. Voilà de quoi avait l'air Québec lorsqu'elle a été bombardée en 1759, ou du moins ce qu'on en sait aujourd'hui parce qu'on n'était pas là, donc on se fie à ces sources-là. Mais c'est un beau moyen de passer de l'information de façon amusante. Et moi, je pense, j'ai toujours été intimement convaincu, à travers mon expérience personnelle et mes études et mon travail, que le jeu, c'est une des façons, sinon la meilleure façon d'apprendre. Quand on ne se rend pas compte qu'on apprend parce qu'on a beaucoup de plaisir, c'est là qu'on apprend le plus. Écoute, on cherche souvent aussi des façons d'amener les plus jeunes à s'intéresser à l'histoire, mais aussi de trouver des choses qui permettent de briser un petit peu les ponts de génération. Je trouve que ce que tu as fait là, c'est vraiment génial pour ça. Moi, j'espère que des jeunes vont montrer à leurs parents, à leurs grands-parents Québec en 1759. Ça va sûrement fortement les intéresser et leur montrer aussi à quoi ils jouent et puis leur faire découvrir un certain univers. C'est juste en termes de médiation, ce que tu as fait, c'est génial pour ça.
Écoute, on va s'arrêter là. Je pense qu'on a eu un bon aperçu de ton travail de ces jeux. Moi, j'invite fortement les gens à l'essayer et à aller au-delà des préjugés du jeu vidéo pour découvrir vraiment une reconstitution, certes fait rapidement, mais quand même assez fidèle de la ville. Et en espérant que ça les mène aussi à s'intéresser à cette période-là, puis à l'histoire de façon générale. Donc, écoute, Samuel, merci encore à toi. Merci à toi, Gilles. Et écoute, à un autre projet, j'espère. Certainement.